Charlie Sistovaris, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir votre grand-père, Charlie Chaplin. C'était en 1915 dans un extrait de Charlot Vagabond, une des premières sorties de ce personnage que Charlie Chaplin a créé, qui deviendra universel. Alors Charlie Chaplin est mort à 88 ans, dans son sommeil, le jour de Noël 1977, entouré de toute sa famille. D'ailleurs, vous y étiez dans ce manoir en Suisse, où il s'était, j'allais dire, réfugié depuis 1952, depuis la date à laquelle les États-Unis l'avaient déclaré interdit de séjour. C'était l'époque du McCarthyisme et on suspectait Charlot d'activité anti-américaine et même de sympathie communiste. Charlie Sistovaris, vous travaillez pour l'association Charlie Chaplin, qui a pour objectif la protection du nom, du droit moral de l'œuvre de Charlie Chaplin. Je suppose que vous sentez une grande responsabilité parce qu'on a l'impression que cette œuvre vous appartient à tous. Mais ce soir, je vais vous proposer quelque chose de plus léger, parler de votre grand-père, l'immense, le grand Charlie Chaplin. Oui, alors ce qu'il y a d'extraordinaire avec Charlie Chaplin, c'est que sa vie, sa biographie est à la hauteur de son œuvre. C'est un parcours incroyable. Il naît à Londres, dans les faubourgs londoniens. C'est une histoire à la Dickens. Il vit dans la misère. Ses parents font du music hall. Sa mère sombre doucement dans la folie. On va le mettre à l'orphelinat. Et donc il va connaître très jeune un univers carcéral qui va l'inspirer aussi dans sa vie future. Et il y a cette anecdote au sujet de sa mère qui est extraordinaire, qui participe de la légende de sa vie. C'est quand il la remplace un soir au pied levé. Elle était... Il a 5 ans, il faut le dire. Il avait 5 ans. C'était un gamin. Sa mère a une extinction de voix. Et je crois que c'est le directeur ou elle le pousse sur scène pour la remplacer. Il se met à... je ne sais pas très bien quoi faire. Il se met à l'imiter. Il chante à sa place. Et tout de suite, il a un succès monstre. On lui jette des pièces, on rit. Et c'est incroyable parce que c'est à partir de cette date que sa mère va sombrer dans la misère. Et en même temps, il connaît son premier succès sur scène. Alors, du côté de son père, c'est plutôt l'alcoolisme. Oui, l'alcoolisme, la violence. Voilà, la violence. Il a été attaché à son père, enfant, il l'a connu et il est mort, je ne sais plus quelle date exactement, en 96. Donc il perd ses deux parents, il se retrouve seul. Alors, il y a l'itinéraire des planches et la découverte du cinéma. Oui, alors il a été un peu un enfant de la balle. Très tôt, il a commencé à jouer dans des pièces. Il avait besoin pour survivre de gagner cet argent. Il va très tôt aux États-Unis. Et très tôt, alors il est repéré par Monsieur Carnot. Voilà, Carnot, très important pour lui. Très important parce que c'est lui qui va lui donner les clés de son succès. Il lui disait que pour être efficace, pour que le public rit, il fallait donner corps au personnage. Il fallait qu'il y ait une émotion qui transparaisse. Or, c'est vrai que ses tout premiers films, c'était tourné à la chaîne. Beaucoup de films à l'époque. C'était 35 dans une année, par exemple. Oui. Et puis c'était quasiment un par semaine. Donc c'était des gags très mécaniques, etc. Et très vite, il va être insatisfait de cette manière de produire. Et c'est là où il décide petit à petit de prendre les rênes. Il décide d'abord de réaliser lui-même ses films. Ensuite, il va produire lui-même ses films. Donc il s'est saisi de toute la production d'un film. Et le Kid, c'est son premier long métrage et c'est le premier film où il mélange pathos et comédie. Et tout le monde lui disait mais tu es fou de mélanger, on peut pas mélanger les genres, ça va être un échec cuisant, ne fais pas ça. Et ça a été évidemment c'est son premier chef-d'œuvre, son premier long métrage qui. Alors un autre aspect. C'est sa vie amoureuse tumultueuse. Il a fait beaucoup de mariages, souvent avec des jeunes femmes. Et il y en a un qui est particulièrement singulier, c'est celui avec Lita Greve, dont on dit que son histoire est à la source et à l'origine du livre de Nabokov, Lolita.
Oui, alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Et oui, Lita Grey a tourné dans Le Kid, elle avait 12 ans. Il aimait les jeunes femmes. Ça a beaucoup contribué à nuire à sa réputation, à alimenter toute la presse, toute la pruderie de l'Amérique puritaine. Et enfin, voilà. Il faut quand même dire qu'il a eu plusieurs mariages et qu'il a divorcé dans des conditions très particulières. On l'a accusé de cruauté mentale. Est-ce que c'était simplement un artifice ou bien est-ce que le rapport qu'il avait avec les femmes était à ce point compliqué? C'était certainement un homme difficile. Ça, parce que c'était un homme qui était très tourmenté. Donc, cruauté mentale, certainement pas, mais homme de caractère, homme tourmenté, homme entièrement habité par sa passion, par son métier, par son lien avec le public. Oui, donc aucune femme, jusqu'à Oona, n'a pu rentrer en compétition avec ça, concurrencer ça. Alors Paulette Goddard qui était grand, c'est l'amour mythique. Ça s'est mal terminé également avec Paulette Goddard. Oui, parce que c'était deux êtres terriblement ambitieux et ça ne pouvait pas coller. Alors ils ont quand même une belle idylle. Bien sûr. Enfin, voilà, son génie dépassait largement cette... Mais alors son génie est peut-être passé au début à côté de quelque chose qui est le cinéma parlant. En 1927, c'est le premier film parlant, chanteur de jazz, et il dénigre vraiment le cinéma parlant. Et oui, parce que le cœur de son génie passe par le mime. Donc évidemment, il a beaucoup retardé ça. Et il se trouve que là, quand il a commencé à s'emparer de la voix, ça a toujours été quelque chose de monstrueux. C'était soit les discours ridicules... Dans Le Dictateur. Dans Le Dictateur. Ou alors c'était Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux, un tueur en série. Même dans Les Lumières de la Ville. Et dans Les Lumières de la Ville. Il se sert d'un saxophone pour se moquer un petit peu de discours inaugural. Ouais. Alors il y a aussi un film, on parlait cinéma parlant, cinéma muet. Le dernier film muet de l'histoire, ce sont Les Temps modernes. Oui, alors tout le monde l'attendait au tournant parce qu'on avait annoncé qu'il parlerait dans ce film. Ouais. Et il se trouve qu'à la fin, il se retrouve dans un cabaret et pour gagner des sous, on lui propose, parce que c'est un serveur lamentable, on lui propose de chanter. Et il a des antisèches. Et en faisant son numéro, il perd ses antisèches. Et donc, il est obligé d'improviser. Et donc, il se retrouve comme sa mère lors de l'extinction de voix et il se met à improviser quelque chose. Une petite chanson. Alors, pour en venir à cette formidable intuition que représente le dictateur. Parce que le dictateur, c'est en 1939. C'est-à-dire à une époque où, la montée du nazisme, bien sûr, on la sent. Mais on ne projette pas dans l'horreur que ça va être. Lui le sent, et lui fait ce film contre Hollywood. Contre Hollywood, contre ses amis même juifs, lui disant c'est une très mauvaise idée, tu vas jeter de l'huile sur le feu. Et c'est Franklin Roosevelt, lui-même en personne, qui à un moment l'a soutenu, lui a dit faites ce film. Et donc on a commencé à le surveiller, à le regarder du coin de l'œil, parce que il pouvait représenter, dans la paranoïa aussi de cette époque, un danger possible pour la stabilité politique. Alors il y a un film qui est plus dans son univers de le clown triste, ce sont Les Feux de la Rampe. Oui. Et il y a quand même un extraordinaire, j'avais oublié, ce duo avec Buster Keaton. C'est une scène incroyable qui n'est pas, si vous voulez, on n'éclate pas de rire, on sourit, mais voilà deux monstres du comique qui se retrouvent sur une petite scène minable et il y a ce plan un peu serré et on entend ce violon grincouillant derrière, ils font leur numéro et il y a un sentiment d'apesanteur, on a l'impression qu'ils sont tous les deux déjà un petit peu au paradis. C'est au paradis des comiques, c'est une scène étonnante. Bon, mais alors, il y a un aspect là qu'on n'a pas évoqué de la vie de Charlie Chaplin, c'est son rapport avec ses enfants. Quel type de père était-il ? On connaît Géraldine Chaplin parce qu'elle a eu une carrière, mais qu'est-ce qu'il en a été de ses enfants et de leur devenir et de son rapport avec c'est ce monstre quand même. Oui. Alors, moi, je lisais là dans la biographie de Oona, il y a beaucoup de témoignages des enfants. Alors, ils sont un peu contradictoires.
Alors, je pense que c'est quand il était disponible pour ses enfants, en tout cas, c'est à travers les témoignages une chose que je recoupe, c'est que c'était un père charmant, qui les faisait rire, il faisait le clown. Alors, c'était un vieil homme qui appartenait à la vieille Angleterre victorienne, donc il a peut-être gardé certaines rigidités. Très rigoureux, bien sûr. Très rigoureux, voilà. Et puis il voulait. Il fallait se rappeler d'où on venait. Voilà. Et là, oui, il détestait Noël parce que lui, il mangeait des oranges. Alors, il y avait une part d'amertume chez lui. Mais de rigueur, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette vie-là, si vous pouvez nous raconter un peu cette vie dans ce manoir très, j'allais dire, réglementé, très, avec les apéritifs, avec les repas. Les repas. Alors, ils avaient en effet une vie extrêmement rythmée. C'était à 8h thé, 10h breakfast, 11h promenade. Voilà. Et nous, les petits-enfants, on dînait à part, on dînait pas avec les grands et on se retrouvait après dans le salon pour le digestif. Et là, on mangeait quelques cacahuètes avant d'aller se coucher. J'étais à côté de ma cousine Aurélia, et il y avait un bol de cacahuètes, je les mange toutes. Et tout d'un coup, mon grand-père qui était assis en face de moi, qui était un homme quand même très diminué, qui avait déjà un peu un pied dans la tombe, qui ne parlait plus, qu'on déplaçait en chaise roulante, se lève, brandit sa canne, menace, et toute l'assistance est pétrifiée. C'était comme si Charlot ressuscitait. La passion de l'injustice, le traumatisme de la faim qu'il avait connu dans son enfance était là, intact. Voilà, c'était... Il n'a jamais oublié l'enfant malheureux qu'il avait été. Oui. Jamais. Ouais. Alors ce dernier jour, de quoi vous souvenez-vous? Alors toute la famille se réunissait à l'occasion de Noël et à la place du grand-père avec sa barbe blanche, c'était la mort qui est arrivée au milieu de la nuit. Les petits-enfants dormions dans le grenier et c'est mon oncle Baptiste qui est venu nous prévenir. Il devait être 4h du matin. Toutes mes cousines fondent en larmes. Moi, ma première réaction, c'est et Noël alors? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, une réaction d'enfant. Je crois que ma mère m'a vite éloigné après. Voilà, c'était une fin un peu longue. C'était une fin triste pour ma grand-mère aussi. Mais ce qui est j'allais presque dire, c'est pas le pire, mais la sépulture de Charlie Chaplin a été violée. On a enlevé son cadavre. Oui. Alors, on a kidnappé le cadavre de Charlot. Il faut croire que ce cadavre avait des... Oui, pour demander une rançon. Ils ont finalement été arrêtés et le verdict a été très sévère. Charlie Chaplin a eu une fin, je ne sais pas s'il en aurait osé le scénario, en tout cas. Charlie Story, je vous remercie d'avoir fait revivre votre grand-père. Merci beaucoup. Charlie Chaplin. Au revoir.